Bonjour et bienvenue dans Plus Clair, les médias sous toutes leurs facettes. Vous verrez tout, vous ne raterez rien. Aujourd'hui, Chloé Morteau, la nouvelle Miss France 2009 et Geneviève de Fontenay sur notre plateau. Après une cérémonie pas comme les autres et une polémique qui dure. Noël Mamère, le député vert en colère. Le gouvernement devrait se passer de l'accord des députés pour supprimer la pub après 20h sur France Télévisions. TF1 PPDA, c'est la guerre. Une plainte, peut-être deux, contre l'ex-star du 20h. Koh-Lanta, spécial hiver sur TF1, premières images, c'est une exclue Plus Claire avec en bonus l'interview d'une des participantes de ce Koh-Lanta spécial, Amel, la gagnante de la saison 2. Une nouvelle émission à 18h sur France 2, ce que la chaîne prépare pour janvier à Plus Clair, nous avons les détails et même le titre. C'est presque signé. La cérémonie des Gérards, c'est le pire de la télé. Réaction à chaud des lauréats au micro de Plus Clair. Belle toute nue, c'est nouveau et c'est le carton de la semaine sur M6. Qu'en disent nos critiques TV? Le monde contaminé par un virus mortel, c'est dans Breaking News, l'émission de Bruce Toussaint. Et en coulisses, notre envoyé très spécial est en panique. Les mariages les plus délirants et les plus trash, c'est diffusé sur la Fox aux États-Unis et c'est dans Mediaplanète. Voilà pour le menu. Alors, il se passe quoi dans la France des médias? C'est dans Telenovela, préparé par Raphaël Baillot, Wilfried Garcet et Christian Desplaces. Les dernières nouvelles des médias, c'est dans Telenovela. Avec pour commencer un cadeau de Noël exclusif, les premiers extraits de Koh-Lanta, le retour des héros. Cette fois, les figures marquantes des 8 dernières éditions se sont affrontées lors du tournage qui s'est terminé le mois dernier. Et dans cette belle brochette de Robinson, il y a Amel. La gagnante de la saison 2 a décidé de rempiler malgré beaucoup d'hésitations au départ. Il y avait un stress dans le sens où on s'est dit, voilà, là on y va, on a une image. Moi par exemple c'était celle de gagnante et je me suis dit ça risque de jouer en ma défaveur parce que forcément ayant déjà gagné, est-ce que ça va pas jouer contre moi en se disant bon bah t'as déjà gagné une fois, laisse la place aux autres. Tourné en Amazonie, ce Koh-Lanta spécial nous permettra de retrouver les coups de gueule de Moundir et surtout Jade ou Clémence. Bon c'est bien joli tout ça, mais ça n'aurait pas un petit air de déjà vu. Ça a été quelque chose pour moi et je pense pour beaucoup de candidats beaucoup plus fort, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà qui promet des engueulades à gogo et des trahisons kilo. Après des pointes à 8 millions de téléspectateurs l'été dernier, la chaîne s'attend à de nouvelles audiences records. Sur France 2, la surprise de la rentrée, ça pourrait bien être lui, Aymeric Caron. Ancien journaliste sur iTélé, il pourrait prendre en janvier les commandes de la tranche 18-19h sur France 2 en remplacement d'une surprise peut en cacher une autre. Titre de ce magazine culturel, Tout un monde. Le décor, un loft. Selon nos informations, des chroniqueurs viendraient épauler l'animateur, parmi lesquels Albert Algou, un ancien de Canal+, ou Mathilde, animatrice de la matinale sur Radio Nova. Mais bon, tout ça reste à l'état de projet non démenti par les intéressés. Quant à Aymeric Caron, si son nom ne vous dit rien, voici un extrait d'une émission d'octobre 2007 sur iTélé. Il recevait Nadine Morano, alors porte-parole de l'UMP. Je dis pas n'importe quoi, j'ai vu la séquence. Eh ben vous verrez qu'il pleut à l'extérieur et que si j'arrive avec une capiche, c'est parce que... La pluie m'a pas marqué, mais je pense pas qu'on va... regardez le ralenti, vous verrez. Au ralenti. Regardez qu'il pleut. Aymeric Caron sera-t-il la forte tête de la rentrée sur France 2? Affaire à suivre. Lundi dernier, les Gérards ont salué le PAF à leur manière. Au cours de la cérémonie qui récompense le pire de la télé, France Télévisions a raflé la mise en obtenant 10 Gérards sur 16 possibles. Le Gérard de l'accident industriel, mais vraiment le gros crash, tu vois, est attribué à... Vendredi, c'est samedi! Mention spéciale à Christophe Ondat qui ramasse 3 parpaings à lui tout seul, dont celui de l'animateur bien relou et celui de l'animateur qui faisait un carton à la radio et qui fait ses cartons à la télé. De quoi garder la pêche. Toujours pour France 2, Stéphane Blakowski a reçu quant à lui le Gérard de l'animateur dont la carrière ne décollera donc jamais. Réaction. Le truc, c'est toujours pareil, c'est une compétition. Donc, dès qu'on gagne une récompense, il y a toujours des jaloux. Il y a des gens qui disent, mais moi, je suis au moins aussi loser que Blakowski. Mais non, c'est moi qui l'ai eu, les gars, c'est tout. Faut admettre, c'est une compète, j'ai gagné. Mais au lendemain de la cérémonie, une polémique faisait rage, lancée par Jackie, l'ancien membre du Club Dorothée, qui officie désormais sur IDF. Je suis pas content parce que y a le fameux Gérard de la chaîne qui a tout fait pour l'avoir. Et la chaîne, c'est IDF1, on a tout fait pour l'avoir, on l'a pas eu. Donc à mon avis, il y a eu ça a été truqué, quoi. Il faut un recomptage des votes, quoi, en gros. Parce que je suis sûr que c'est IDF1 et mon émission, le JJDA, qui devait avoir un Gérard. Donc je suis pas content.
Les japonaiseries qui dynamitent la TNT, c'est la tendance du moment. Depuis 2 ans, sur W9, Benjamin Morgan et Vincent Desagna nous font voyager chaque semaine au pays du soleil levant dans leur copieux menu W9. Globalement, on montre des images du meilleur, du pire de la télé japonaise. On les commente avec un ton sérieux et journalistique. Ouais, mais dans notre canapé. Leurs efforts sont aujourd'hui récompensés puisque le 25 décembre, les 2 ex-acolytes de Michael Youn feront leur premier prime time dédié au bon goût japonais. Et en grands professionnels, ils se sont rendus sur zone pour bien maîtriser le sujet. L'évolution, c'est que maintenant on sait de quoi on parle, mais on comprend toujours pas ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça. Sandrine Quétier au pays des zinzins. Le 20 décembre sur TF1, l'animatrice qui monte présentera le français le plus extraordinaire, enfin le plus cinglé, il faut bien le dire. Car ce prime time en direct a pour ambition d'élire la personnalité la plus excentrique de l'Hexagone. Et il y a de sacrés spécimens comme François, un agent immobilier, qui se prend tout simplement pour un chef indien. Au milieu de ce délire, Sandrine Quétier pourra compter sur son nouveau complice, Bruno Guillon. Alors on l'appréhende, l'asile de fous ? C'est vachement agréable de pouvoir se retrouver sur ce prime et sur cette émission qui va être festive, drôle, sympathique, on l'espère, et avec de l'émotion parce qu'il y a vraiment des gens qui sont formidables. Et pour moi, c'est rassurant d'être avec son ami. Et il y en a un qui a cru être marteau quand il a reçu le coup de fil de TF1. Au départ, j'ai cru que c'était une erreur. Quand ils m'ont appelé, j'ai dit « Ah non, alors vous vous trompez, vous voulez appeler Stéphane Guillon, je pense. » Espérons pour TF1 que les audiences aussi deviendront complètement folles. J'ai dit à ma femme, faudrait un truc de lire. Elle m'a dit, t'as qu'à faire un clip qui déchire. Il fait le buzz sur Internet. Voici Sarkozy, le King of Bling Bling. Depuis 2 mois, c'est le clip dont tout le monde parle. Un clip d'animation qui met en scène Nicolas Sarkozy en président hip-hop et tape à l'œil. En vérité, je vous le dis, c'est moi le roi, le king. I am the king of bling bling, ok? J'ai fait des promesses à tour de bras. J'ai promis plus de pouvoir d'achat. Visionné plus d'1 million de fois sur le net, ce petit film a donc donné de nouvelles idées à ses auteurs. I am the king of bling bling ou pas? Alors? L'aspect franco-français, on va un petit peu élargir le truc, passer à l'international, et donc il sera dans un cadre international. I am the king of bling bling, ok? Même eux, ils le disent. Hein? Même moi, je le dis, tu vois? Jeudi plus clair s'est incrusté à l'enregistrement d'une autre émission média, Téléma Télé de TPS Star, qui avait réuni sur son plateau un parterre exceptionnel de 20 stars du PAF, pour une émission diffusée le 3 janvier prochain. Regardez, il n'y a que des hommes, non? Et on en a profité pour faire le tour des bonnes résolutions pour 2009. J'y ai pas pensé encore, on est encore en 2008, donc j'ai quoi 15 jours pour résoudre le problème. Continuer à faire ce métier. Pourquoi? Dans la dignité, dans la simplicité. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est pas facile. De me ménager. Mes bonnes résolutions pour 2009, c'est d'aller à la piscine 2 fois par semaine. Ça, c'est ma première bonne résolution et que 100% Mac marche aussi bien qu'en 2008. Et ce talk à 20h10, alors ça va arriver ou pas? Ma résolution, c'est que le talk en 2009 marche très bien, qu'il arrive vite et que je m'éclate, voilà. Bon, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et à vous aussi d'ailleurs. Télénovela, c'est tout pour cette semaine. Et gardez les yeux ouverts. Il est en colère, Noël Mamère. Le député vert combat de toutes ses forces la réforme de l'audiovisuel public voulue par Nicolas Sarkozy. Plus de pub à partir de janvier et on sait maintenant que ça devrait se faire par décret. Ambiance guérilla à l'Assemblée nationale. Jusqu'où Noël Mamère est-il prêt à aller pour combattre cette réforme? Noël Mamère est aujourd'hui l'invité de Plus Clair. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. À ce jour, 850 amendements déposés par l'opposition. Un débat qui est totalement bloqué. Est-ce que vous faites de l'obstruction? Non, le débat n'est pas bloqué. Il est très nettement ralenti. Le débat va au ralenti, oui. Est-ce que vous faites de l'obstruction, Noël Mamère? Non, nous faisons de la résistance, mademoiselle. De la résistance parce que nous considérons que cette loi, ce projet qui est présenté comme, selon le président de la République, la réforme de l'audiovisuel public du XXIe siècle, vous voyez qu'il n'hésite pas à employer les grands mots, comme il réforme le capitalisme international, par exemple. Vous aussi, vous employez des grands mots, vous parlez de résistance. Je me bats, je résiste, oui, parce que je considère que cette loi a été préparée dans la précipitation, qu'elle a été improvisée sur un coup politicien qui est né dans le chapeau du président de la République le 8 janvier 2008. S'ajoute aussi une disposition qui est quand même de l'ordre de la République bananière, à savoir que le président de la République, maintenant, peut nommer et révoquer le président de France Télévisions, le président de Radio France et le président de l'audiovisuel extérieur de la France.
Quel garde-fou? Celui du CSA? Quand vous conforme du CSA, quand vous avez ce malheureux Boyon, président du CSA, qui vient remercier le président de la République, qui a dit le CSA ça ne sert à rien, et qui vient dire bravo pour tant d'indépendance. En tout cas, cette guérilla dans l'hémicycle, c'est du jamais vu à l'Assemblée nationale depuis le débat sur le CPE. Ça chauffe. On va voir ensemble un petit florilège depuis le début de cette discussion parlementaire. C'est préparé par Jean-Thomas Roux. On regarde, on en parle après. Le président de la République a dit lui-même, eh bien désormais, puisque je le décide, le président de France Télévisions sera nommé et révoqué selon mon bon vouloir. Une télévision publique débarrassée de la contrainte de la publicité. 450 millions supplémentaires pour la création et pour la télévision. C'est ce que nous allons faire. Monsieur Copé, quand vous continuerez à nous gaver avec votre coproduction législative, vous la faites reculer ici même par les initiatives que vous prenez. J'espère qu'on a pris en script les injures auxquelles M. Bloch vient de se livrer à mon endroit. À l'aune de la figure que je représente, je peux vous dire que vous êtes encore plus provocateur que moi, Monsieur Copé. Mais qu'à la provocation, vous ajoutez du dédain et du mépris. Quand vous parlez, par exemple, de République bananière, oui, je concrètement, parle de République... vous pensez à quoi et à qui? Je pense tout simplement à la société TF1, je pense à M6, je pense à ce renforcement de l'empire audiovisuel privé qui a commencé en 1986 avec Chirac, quand il a vendu à l'encan TF1, qui était la première chaîne qui a été payée par les Français, quand il l'a vendue à la société Bouygues. Dans une interview au quotidien Les Échos cette semaine, Martin Bouygues, le PDG du groupe qui est propriétaire de TF1, déclare: les débats à l'Assemblée sont choquants. Nous y sommes insultés quotidiennement. Non, on n'est pas insultés. Est-ce que vous vous sentez visé? Ah ben moi, si Monsieur Bouygues me vise, tant pis, c'est comme ça, je fais mon boulot. Je serai peut-être tricard, comme on dit dans le métier de journaliste à TF1 ou à LCI, mais peu importe. Mais qu'est-ce que vous avez contre lui? J'ai rien contre lui, j'ai contre un principe. J'ai pas contre Monsieur Bouygues, je ne le connais pas, j'ai jamais rencontré, c'est pas contre un problème. TF1 en tout cas. Mais j'ai contre ce principe qui consiste à dire qu'une société qui répond à des commandes publiques, comme la société Bouygues, parce que Bouygues c'est TF1, c'est Bouygues Télécom, c'est Bouygues BTP, c'est Bouygues Immobilier. Et des parts dans une société privée, TF1. Et non, qu'elle ait des parts dans une société privée. Majoritaire. Voilà, qu'elle ne soit pas majoritaire, parce que je vous mets au défi de voir un reportage critique sur TF1 concernant, par exemple, les opérateurs de télécom. Non mais la rédaction de TF1 est indépendante tout de même. On va prendre un pari, je suis prêt à revenir chez vous et à vous payer de quelques bonnes bouteilles de chez moi, de Bordeaux, si vous avez vu, depuis que TF1 existe, un reportage critique sur les antennes mobiles et sur Bouygues Télécom. Et moi, je reviens et je vous apporte une caisse de 6. Le PDG de TF1, Nos Paolini, il parle de cadeaux. C'était sur RTL cette semaine, mais vous allez voir, c'est pas exactement dans le même sens. Il manque pas d'oxygène, le personnage. On va voir ça. La loi supprimant la publicité sur France Télévisions est-elle un cadeau pour TF1? C'est un cadeau, incontestablement, mais pour le service public. Pourquoi pour le service public? D'abord parce que le service public est maintenant libéré d'une programmation qui sera à partir de 20h en compétition avec ses principaux concurrents. Et surtout parce que le service public se trouve dans une situation extraordinaire et aucun manager aujourd'hui en France, en Europe ou dans le monde n'a cette chance. Le service public connaît, le président du service public connaît ses recettes pour les 3 ans qui viennent. Je ne connais aucun chef d'entreprise qui ait cette assurance aujourd'hui. Aucun manager, réponse à M. Paolini. Est-ce que lui serait d'accord, qui est le manager sans doute très talentueux d'une grande société qui perd tous les jours des parts de marché, est-ce qu'il considérerait que c'est possible de diriger une entreprise quand on vous annonce le 8 janvier 2008 que vous n'avez plus de pub et qu'il faut mettre ça en œuvre à peine un an plus tard? Avec 450 millions par an de compensation. Oui, 450 millions par an de compensation, ce n'est pas pendant suffisant. 5 ans. Ce n'est pas suffisant pour la création, ce n'est pas suffisant pour assurer une pérennité du service public. C'est simplement combler un trou comme le sapeur Camembert. Vous écrivez, Nicolas Sarkozy sert ses copains de la mafia de l'audiovisuel. C'est un mot fort, mafia. Qui sont les mafieux? Bah écoutez, regardez, tirez-en les conclusions vous-même, regardez ce qui se passe. Mais non, mais dites-nous. Qui agit? Dites-nous qui fait partie de cette mafia. L'audiovisuel, écoutez, moi c'est pas... Franchement, quand vous voyez que par exemple on est capable, dans un grand journal qui appartient au groupe Lagardère, de supprimer sur une photo les bourrelets du président et le lendemain d'enlever la bague d'une... C'est Paris Match. Il me semblait que c'était à une certaine époque dans des régimes qui ne sont pas démocratiques.
Bon, TF1, c'est clair. Le président de la République a toujours considéré qu'il faisait partie de ses amis. Quand Nicolas Sarkozy, cette semaine, dit « Je ne veux pas mettre la télévision à ma botte », alors s'il ne veut pas mettre sa télévision vous à la botte, s'il veut pas mettre la télévision à sa botte, qu'il réforme le CSA plutôt que de nommer directement et de révoquer les responsables de l'audiovisuel public. Ça crée un lien consubstantiel entre le pouvoir et la télévision. Je dirais même, et vous allez dire que j'emploie encore des mots trop forts, mais je n'hésite pas à le faire, ça crée des liens incestueux. Et vous, en attendant même de voir ce que ça va donner à l'antenne en janvier, vous annoncez partout le pire, la mort de la télévision publique. Pourquoi ne pas laisser une chance, une toute petite chance à cette réforme ? Parce que moi, je ne demande qu'une chose. J'ai toujours été journaliste dans le service public. Je n'en suis jamais parti. Et je suis très attaché au service public, non pas pour mon passé, mais pour des raisons de fond, des raisons de citoyen, des raisons d'un homme qui, comme beaucoup, est attaché à la démocratie. Et je pense que l'information, quand je sais que tous les Français passent entre 3h et 3h30 devant leur écran de télévision, je sais qu'il faut, dans ce paysage audiovisuel, qu'il faut un service public fort pour permettre justement la construction, la participation à la construction de cette citoyenneté. Donc Nicolas Sarkozy veut un service public faible et de mauvaise qualité aujourd'hui, c'est ce que vous dites ? Je pense qu'il passe par profits et pertes le service public et qu'il le sacrifie au nom des cadeaux qu'il fait à ses amis. Oui, ce n'est rien d'autre que cela. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions sur le plateau de Plus Clair. Restez avec nous un instant parce qu'il n'y a pas que à France Télévisions que c'est agité, à TF1 aussi. Nonce Paolini, le PDG de TF1, attaque PPDA en diffamation. Vous êtes au courant, vous êtes solidaire de votre ancien collègue Patrick Poivre-d'Arvor ? Je connais très bien Patrick. À une certaine époque, je faisais les titres du journal de 20h quand il le présentait et puis on était ensemble. J'apprécie beaucoup Patrick Poivre-d'Arvor, mais je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce qui l'oppose à M. Paolini. Mais vous avez suivi les conditions de son départ, oui, comme tout je pense que, vous savez, c'est comme dans les entreprises du CAC 40. On vous jette comme un Kleenex. Alors, Nonce Paolini contre PPDA, comment est-on passé des petites phrases assassines aux tribunaux, résumées en images avec Vincent Dupuis. C'est une histoire de gros bras, de poids lourds, un combat à l'ancienne. Dans le coin gauche, Nonce Paolini, PDG TF1, dans le coin droit, Patrick Poivre-d'Arvor, ex-présentateur vedette du 20h. Patrick Poivre-d'Arvor a fait des déclarations qui attentaient à mon honneur. Si vous considérez que ma chaîne a été particulièrement élégante à mon égard, dites-le, il n'y a pas de problème. Mardi matin, sur son blog, Renaud Revel, rédacteur en chef à l'Express, révélait que Nonce Paolini portait plainte en diffamation contre PPDA. On a quelqu'un comme Nonce Paolini qui n'accepte plus effectivement de se voir piétiner quand même par quelqu'un dont on estimait qu'il avait été bien traité. Le lendemain, dans Le Monde, le journaliste Guy Duteil relatait les raisons pour lesquelles Nonce Paolini attaquait PPDA en justice. C'est une plainte qui a été déposée à la suite d'une interview qu'a accordée Patrick Poivre-d'Arvor au mensuel régionaliste breton cet été, dans laquelle notamment il reprochait à Nonce Paolini, nouveau PDG de TF1, d'avoir mis en place une milice privée chargée de surveiller les agissements des salariés. La mise en place d'une police privée, des accusations très graves et qui vont conduire Nonce Paolini à porter plainte. Mais cet article date de plus de 5 mois. Alors est-il la vraie raison du recours en justice intenté par le PDG de TF1 ? Nonce Paolini, en l'occurrence, ne supportait plus que semaine après semaine, PPDA se répande sur tous les plateaux de télé contre la chaîne qu'il dirige. On a fait preuve de beaucoup de patience à TF1. On a attendu, effectivement, de voir comment il allait se comporter. Le PDG de TF1 juge inacceptable les propos tenus par PPDA sur les différents plateaux télé. Comme ce soir-là au Grand Journal où il va s'en prendre à Jean-Claude Dacier, le directeur de l'info de TF1. Je faisais ça, 9 millions de téléspectateurs, aujourd'hui il y en a 7. J'ai cru voir que le nouveau directeur de l'information de la Une est super satisfait, mais c'est formidable. D'autant plus que selon Le Monde, PPDA aurait touché lors de son départ un chèque de 3,8 millions d'euros, un chiffre qu'il dément. Les dirigeants de TF1 ont estimé que PPDA ayant touché entre guillemets son chèque, il devait s'imposer, et c'est naturel, et c'est fréquent à la télévision, un droit de réserve. Et à un moment donné, on a estimé que trop, c'était trop. Mercredi matin sur RTL, face à Jean-Michel Apathy, Nonce Paolini est revenu sur le départ de PPDA et sur la plainte qu'il vient de déposer. Au moment où les choses devaient se faire, je lui ai proposé évidemment un poste très important auprès de Jean-Claude Dacier. Il a choisi de ne pas continuer avec TF1. C'est son choix, je le respecte, mais je voudrais qu'en contrepartie, il respecte Laurence Ferrari et l'entreprise qu'il a servi ce qu'il ne fait pas pendant 21 ans. Nous avons essayé de prendre contact avec Nonce Paolini, mais il a refusé de nous répondre.
Quant à PPDA, à l'exception de cette interview donnée à une chaîne de télé locale, il n'a pas voulu s'exprimer devant les caméras. C'est leur problème, s'ils se sentent... voilà, moi j'ai pas envie de polémiquer. Un silence peut être motivé par la crainte de voir la Une déposer de nouvelles plaintes à son encontre. Très bonne soirée à tous. À suivre après la pub et le zapping de la semaine, nos critiques TV ont vu Belle toute nue sur M6, les mariages les plus trash, c'est dans Mediaplanète, et nos invités, pour la première fois réunis sur un plateau télé depuis l'élection, Miss France 2009 et Geneviève de Fontenay. C'est dans un instant, à tout de suite. Deuxième partie de Plus clair, dans un instant, Miss France 2009 et Geneviève de Fontenay, mais tout de suite, comme promis, le zapping. Mal dans sa peau, pas de panique, M6 est là. Après Change de look, change de vie, M6 s'attaque au corps des femmes, ça s'appelle Belle toute nue. C'était mardi soir, la nouvelle émission de coaching vue par nos critiques TV. Attention, c'est parti, ça peut faire mal. Je suis pas un laidron, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses, quoi, j'ai du mal à les accepter. Des filles un peu fortes, un peu corpulentes. Mais pas trop grosses non plus, hein. On n'a pas vu des gens qui avaient des tailles de mammouth. En tout cas, qui se perçoivent comme telles, acceptent de se laisser coacher par un styliste. Je vais te dire ce que moi je vois. Qui va apprendre à ses filles à ne plus en avoir de complexe. La perception de toi n'est pas bonne. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler là-dessus. C'est une mission de coaching qui détourne la règle classique du genre. Karine, elle n'est pas parfaite, mais elle est jolie. Donc l'idée est de plus de tout changer, mais au contraire de tout exhiber. Les gros nénés, il faut les montrer, comme ça on oubliera tes grosses fesses. C'est un programme qui est plutôt sympathique, qui part d'un bon principe, la réconciliation des filles avec elles-mêmes. Bah, je suis pas parfaite, mais je suis jolie. Mais en revanche, c'est froid, on reste toujours sur de l'intime et c'est un peu ennuyeux. Je n'ai rien à faire de ce que tu penses, je me sens bien. Toute l'émission repose sur une double problématique qui est de jouer à la fois sur la surface et sur le face-à-face. La surface, c'est la peau, le corps qu'on essaye d'embellir. Je sais pas, mais vous avez le sein plus optimiste là. Et le face-à-face, c'est le rapport de la fille avec sa propre image. Oh, c'est bluffant. Voilà. Donc le miroir de la télévision se substitue au miroir de la chambre. M6 tente d'éduquer les Français, de les normer au fond. Mais les défauts, ça se gomme, ça s'arrange. Alors M6, c'est le champion de toute catégorie du coaching et honnêtement, pour les fêtes, on rêverait qu'M6 nous fasse un crossover de tout ça. Maman célibataire, toute nue, cherche appartement et décorateur pour élever les gamins. Ça serait sympa et ce serait un beau Noël. Si je pouvais lui faire ça serait génial. Listen up, ladies, it's time to learn how to look good in the bath. Belle toute nue, c'est un concept anglais qui est diffusé sur Channel 4 qui s'appelle How to Look Good Naked. M6 a essayé de choisir un coach qui soit un peu moins cage folle que l'émission britannique. Le programme s'amuse, il y a du public, ils font toucher ce corps, le corps devient une matière. You ought to start liking what's just here. Et au final, même si c'est un peu plus trash, on a une chaleur humaine qui s'en dégage beaucoup plus importante que dans Belle toute nue. 1, 2, 3. Alors c'est un programme qui a très bien marché pour une deuxième partie de soirée d'M6. Ils ont été leaders sur la case avec 22% de part de marché sur l'ensemble des chaînes. Mille fois merci pour tout ça. Pas de problème. Ils ont probablement bénéficié de Maman cherche l'amour qui avait réuni 3,8 millions en première partie de soirée et donc a servi de locomotive. Fort de ce succès, M6 continue la veine du coaching et prépare actuellement une émission sur le pouvoir d'achat, c'est-à-dire en gros comment dépenser utile et mieux. Cessez d'abord de souffrir. Rendez-nous les filles en jean basket. La beauté est un cri qui vient de l'intérieur. C'est ton dernier mot. Thank you. Voilà, Critique TV, c'est réalisé par Jean-Thomas Roux. Et ailleurs, en Russie, le vrai patron, c'est toujours Vladimir Poutine. La preuve dans un show télé à sa gloire. Aux États-Unis, les mariages les plus trash dans un documentaire. C'est dans Mediaplanète avec Christophe Beaugrand. Rendez-vous préparé par Adrien Roard. Bienvenue dans Mediaplanète, toute l'actu internationale des médias en moins de 6 minutes. Ben quelle ambiance, hein, ça va être chaud Mediaplanète aujourd'hui. Allez, c'est parti. L'info de la semaine, c'est ce film diffusé en prime time, censuré et découpé en rondelles par la RAI, la chaîne publique italienne. Alors imaginez Brokeback Mountain sans l'histoire d'amour entre les deux cow-boys.
Les scènes d'amour entre les deux personnages masculins ont disparu, leurs déclarations romantiques aussi. La chaîne a censuré ces scènes. Pour la RAI, elles auraient choqué le public à cette heure de grande écoute. Alors nous sommes allés voir un journaliste italien. Comment se fait-il que la télévision publique italienne soit allée jusque-là ? Toutes les chaînes confondues, je dirais de façon vraiment formelle, subissent un poids très très lourd, un poids d'influence de la part de l'Église. Et dans ce cas précis, on a transformé un film qui parlait d'une histoire d'amour entre deux hommes à quasiment une histoire d'amitié. Pourquoi ? Parce que quand on parle d'amour, généralement, l'amour c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas être l'amour entre deux hommes. Donc ça, c'était encore plus scandaleux pour l'Église que de voir des scènes de sexe. Et les associations homo-italiennes sont en colère. Elles réclament des explications à la chaîne et des excuses en direct. Vladimir Poutine s'improvise animateur star. C'était presque ça il y a quelques jours sur la télé russe. Une émission type « J'ai une question à vous poser » avec des citoyens russes qui interpellent Poutine par téléphone ou par SMS. Почему заодно? En fait, cette grande émission est une tradition que Vladimir Poutine avait instaurée pendant sa présidence, un rendez-vous annuel en direct à la télévision pour promouvoir sa politique. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus que Premier ministre, mais ça ne l'empêche pas de continuer. Bonjour Galia Ackerman. Добрый день, Christophe. Vous êtes journaliste d'origine russe, vous connaissez bien les rapports entre les médias et le pouvoir en Russie. Alors les chaînes sont-elles forcément aux ordres du gouvernement ? En effet, il n'y a plus de télévision libre en Russie, il n'y a plus de télévision indépendante. Toutes les chaînes sont soit directement sous contrôle de l'État, soit obéissent quand même aux commandes. Il y a par exemple, et c'est obligatoire pour toutes les chaînes, la liste de personnalités à ne pas inviter à la télévision. Et personne ne peut enfreindre cet ordre. Il y a des choses qu'on peut dire sur Vladimir Poutine, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire. N'empêche, toutes ces informations, là, ça fait froid dans le dos, non ? Et c'est l'heure du flash, les brèves vraiment indispensables qui viennent de nous parvenir. La Victory Plate, l'assiette de la victoire de Barack Obama, c'est le bel objet qu'on s'arrache en ce moment sur Internet. $19,99 seulement, ça vaut le coup. Mais quelle belle assiette! Oh, elle est belle cette assiette. Cette info a bouleversé l'Amérique cette semaine. Cathy Couric, la star du JT sur CBS, a changé de coiffure. Avant, après. Et en plus, elle a acheté une très belle veste verte. Toujours sur CBS, ce spot de la prévention santé a fait son apparition cette semaine, car la chaîne pense au bien-être de ses téléspectateurs. Something special for your man this Christmas? Schedule his prostate exam. Prostate exams save lives and prostates. Give the gift that says I love all of you. C'est vrai que c'est une bonne idée de cadeau pour Noël. La bad news de la semaine, le magazine mythique Playboy s'enfonce dans la crise avec des pertes abyssales, la concurrence du net, paraît-il. Du coup, la famille Hefner, qui a créé et géré l'affaire pendant plus de 50 ans, vient de retirer ses billes. Comment inviter George Clooney dans son talk show ? C'est le combat que mène en ce moment l'animatrice Hélène de Généresse. Cette semaine, elle a demandé un coup de main à Brad Pitt, qui était son invité. Écoutez ce qu'il lui conseille. Get a bunch of Chippendales. Get him something tight, thong-like, some... He's yours. I knew you'd have the answer. 3, 4, no less than 3. All right. We're going to do it, and we're going to say it's from you. Make one a blonde. All right. Bon, on ne sait pas si ça va marcher. En attendant, l'opération Catch Clooney continue. En cette fin d'année, c'est l'heure de prendre vos bonnes résolutions. Tenez, vous marier, par exemple, c'est romantique. Eh bien, voici une nouvelle émission aux États-Unis qui devrait vous donner quelques idées. Ça s'appelle American Trashiest Weddings, les mariages les plus trash, et c'est diffusé sur la Fox. We are gathered here today to witness America's wildest, weirdest and trashiest weddings. Alors le principe, c'est de suivre de l'intérieur les pires mariages. On a par exemple l'union des crados où tout le monde s'enduit de chantilly pendant la noce. Feels great on the skin too. Le mariage des chasseurs en tenue de camouflage en pleine forêt, Sarah Palin aurait adoré. May kiss the huntress. Mais notre préféré, c'est celui de Jason et Barbara. Lui est déguisé en pingouin, elle en gothique. Et l'union est célébrée bien sûr par Dark Vador. The congregation takes their place ready for Darth Vader to get the service underway. Jason, please repeat after me. Your happiness is my happiness, your sorrow my own. Bon, faut que je vous laisse, hein, j'ai un mariage, moi. Bah oui, je suis témoin. Quoi, ça me va bien, non ? Allez, à la semaine prochaine dans Média Planète. Oui, ça, j'arrive.
C'est l'une des premières fois qu'elles viennent ensemble sur un plateau télé depuis l'élection de Miss France 2009. C'était samedi dernier, très belle audience, mais règlement de compte en direct sur TF1. Geneviève de Fontenay et Chloé Morteau ont accepté de revenir sur cette cérémonie, pas tout à fait comme les autres. Geneviève de Fontenay, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Bienvenue sur le plateau de Plus Clair. Chloé Morteau, bonjour. Pour commencer, bravo. Merci beaucoup. Vos impressions au bout d'une semaine, vous n'êtes pas trop secoué par le déferlement médiatique autour de vous? Si, secoué, mais je suis vraiment très contente de tout ce qui m'arrive. C'est beaucoup de sensations, c'est de l'excitation, c'est vraiment magnifique. Un magazine télé qui paraît lundi va titrer Miss France 2009, élection sur fond de scandale. Est-ce que c'est pas un peu triste pour l'image de Miss France que vous défendez, Geneviève de Fontenay? De toute façon, je pense que c'est un peu exagéré. Ça n'a pas été vraiment scandale, il n'y a pas eu de scandale sur la scène. L'émission s'est déroulée tout à fait normalement. Alors pas tout à fait normalement parce qu'il y avait toute l'histoire derrière et une guerre, votre guerre interminable avec Valérie Bègue. De toute façon, moi ce que je ne voulais pas qu'il y ait un pont entre la nouvelle Miss France et cette fille. Bon, l'écharpe, c'est moi qui l'ai remise et Sylvie Tellier a mis la couronne, voilà, c'est terminé. Là. Mais est-ce que c'était pas justement, pour tourner la page, l'occasion de faire la paix? Non, il y a des images qu'on n'oubliera jamais et qu'elle traînera toute sa vie. Chaque fois qu'on parlera d'elle, on sortira les images. Et quand on se met à moitié nu sur une croix et qu'on est en train de lécher un pot de crème avec des yeux qui ne sont pas l'image d'une jeune fille telle que les gens se la représentent, ça ne peut pas passer. Et ça ne passera jamais. Tant que je serai là. Après, quand je serai morte, je verrai rien. Alors, c'est pas. Chloé, vous entendez, Geneviève de Fontenay est à côté de vous. Ça ne vous met pas un peu la pression, toute cette histoire, toutes ces circonstances autour? Non, moi, ça ne me met pas la pression. Je n'ai pas de photos comme ça, de cette sorte, donc non. Vous êtes sûre, il n'y a pas de photos cachées dans un tiroir? Non, j'en suis sûre, j'ai pas de photos comme ça, donc non, j'ai pas de pression. Est-ce que c'est vrai, Geneviève de Fontenay, que la veille de la cérémonie au Puy du Fou, en voyant le nom de Valérie Bègue affiché sur la porte, vous avez arraché oui, bien sûr. Bien sûr. La feuille? Bien sûr, parce que je pensais... Mais c'est de la rage. Je considérais que c'était une provocation. Non, la tristesse. Parce que j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Et vous êtes en colère aussi. J'étais prête à partir. J'étais prête à partir parce que je me demandais ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on me disait? On me disait, elle sera pas là, elle sera pas là. Bon, c'était convenu à la veille qu'elle serait pas là. Bon, je vois pas pourquoi on affichait son nom sur la porte. Et le paradoxe, en tout cas, Chloé, c'est qu'aujourd'hui, on parle presque plus de Valérie Bègue que de vous, Chloé Morteau. Il y a des très beaux reportages dans Mal, dans Gala. C'est Chloé qui est dans toute sa beauté, avec des robes magnifiques. Mais laissez-la. Non, mais je lui pose la question à elle. Laissez-la parler. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle vous vole un petit peu encore la vedette? Non, mais non. Et puis bon, c'est la fin de l'année 2008 et puis mon année sera vraiment celle de 2009. La page n'est pas tout à fait encore tournée, puisqu'au lieu de titrer sur votre élection, les hebdo-télé qui paraissent lundi se déchaînent contre Endemol, la société de production. Télé 7 jours, on l'a dit, mais aussi Télé 2 semaines, qui pousse un coup de gueule, lui aussi en une, dans le numéro qui va sortir lundi. Je vous propose d'écouter le rédacteur en chef, Rémi Pernelet. On avait un reportage qui était prévu, on devait suivre Valérie Bègue dans les coulisses de l'élection de la nouvelle Miss France, en sachant que sans doute il y aurait des petits tirages entre elle et Geneviève de Fontenay. Donc finalement, elle n'était pas là comme tout le monde a pu le voir, et quand on leur a demandé des explications en démol, ils ont dit bah oui, c'est en fait en dernière minute, elle devait prendre l'avion vendredi et soir, et puis finalement elle a annulé. Et donc nous, on a enquêté quand même. Elle n'était inscrite sur aucune liste de passagers, ni pour le vendredi, ni pour le jeudi. Ce qu'on voit, c'est que finalement, tout le monde cède devant les caprices de quelqu'un qui devient un peu mégère sur les bords, je dirais. Moi, il est dur avec vous, oui. Moi, je suis une mégère. Il est un peu dur. Écoutez, si c'est comme ça, je m'en vais. Hein. Non, mais c'est pas moi pour être traité de cette façon-là, c'est même pas la peine. Mais j'ai défendu des valeurs. Oui. Des valeurs que mes parents m'ont inculquées. La dignité en toutes circonstances. Respect de soi-même, respect des autres. Cette fille n'a pas été digne du titre de Miss France, parce qu'elle l'a volé en ne respectant pas le règlement, en trichant et en mentant. Bon, j'ai dit, je ne veux pas l'avoir de l'année. On a fait un sorte de motus vivendi. Je ne voulais pas qu'elle remette les cherches, je ne voulais pas qu'il y ait un pont entre elle et la nouvelle Miss France. Pas de contact du tout. C'est tout. Et alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, mais on comprend que ça vous a beaucoup évidemment, ça m'a affecté. Évidemment, parce que j'ai quand même un cœur.
J'ai des jeunes filles il faut voir toutes les ex-Miss France qui sont là depuis des années. C'est une grande famille. Et quand vous avez vu Chloé Morteau élue samedi soir, ça vous a soulagé, ça vous a fait plaisir? J'étais libérée, si vous voulez. C'était une libération. Je partais pour 2009, j'oubliais 2008. Bon, je tirais un rideau de fer, on peut le dire. Mais pas vous imaginer. J'ai reçu 2 sortes de lettres. Des lettres d'injures, mais d'une grossièreté. Quand est-ce qu'on verra vos filles le sexe rasé dans des films porno? Cette fille a suscité des réactions les plus sordides. Et à côté de ça, les gens, même de fond, ne pouvaient pas laisser passer ça. Ne vous laissez pas faire. Défendez nos valeurs. Voilà ce que j'ai entendu. En attendant, Chloé, pendant un an, vous allez être couverte de cadeaux, vous allez multiplier les galas. Miss France et l'argent, c'est un sujet de Christelle Ploquin. Miss Albigeois, Midi-Pyrénées et Miss France. Et elle en a de la chance, Miss France, parce qu'en plus de son titre, elle a gagné plein de cadeaux de Noël en avance. Un lecteur DVD, une montre 18 carats, un écran plat, des produits de beauté, une voiture, des bagages, un voyage en Thaïlande, un an de coiffeur et d'abonnement à un magazine télé. Bref, tout ça, ça fait quand même un gros cadeau de 80 000 €. Merci à tous, merci la France, merci les dom-toms. Sylvie Tellier, directrice de la société Miss France, revient sur d'autres avantages dont la Miss va profiter toute l'année. Nous proposons un contrat à Miss France, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui on est très respectueux évidemment du droit du travail. Un travail qui rapporterait 4 000 € par mois à la Miss. Et autre avantage, nous mettons à disposition de la Miss France à l'année un studio, enfin un appartement même à Paris. Je peux vous dire qu'il se trouve dans un très beau quartier de la capitale et il a une surface au sol très agréable. Voilà. Thierry Moreau de Télé 7 jours n'oublie pas non plus d'autres à côté. Elle voyage, elle est nourrie, elle est transportée, logée. En général, tout ça est payé par les comités locaux, donc elle ne débourse rien. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Sophie Talman est Miss France 98. À l'époque, elle avait gagné des cadeaux, mais pas les avantages comme le salaire ou l'appartement. L'argent que je gagnais sur mes galas, j'en dépensais pas mal pour m'acheter des toilettes. Maintenant, l'avantage, c'est que les Miss sont super bien habillées. Elles ont des stylistes, maquilleurs, coiffeurs. À chaque fois que j'avais un gala ou une séance de dédicace ou quelque chose comme ça sur Paris, où je dormais chez Madame de Fontenay. Alors à l'époque, c'était l'ancienne chambre de son fils au milieu de toutes les robes, ou alors je dormais dans une chambre d'hôtel et ça c'était la personne pour qui j'étais censée travailler qui prenait en charge l'hôtel. C'est vrai? Oui, parce que bien sûr que le comité licence n'avait pas les moyens dans des malls à l'époque, mais enfin bon, tous les frais ont toujours été remboursés. Et Sophie a fait de très belles prestations, ça lui a ouvert beaucoup de portes, notamment la porte de TF1. Toute grande, et puis à la suite de ça, elle a atterri sur le cheval milliardaire de Christophe Soumillon, et voilà. jockey de la Gacan, donc elle a largement récupéré ce qu'elle n'a pas eu peut-être pendant son année. Est-ce que vous, Chloé Morteau, votre ambition, c'est comme pour beaucoup de Miss, de faire de la télé également? Alors pour le moment, non, en fait. J'aimerais bien avoir un diplôme, quelque chose de concret, puisque je n'ai qu'un bac+1. J'aimerais avoir au moins une licence. Vous êtes en BTS de commerce international. Mais bon, on verra bien à la fin de l'année. Alors, au lendemain de l'élection, Chloé Morteau, vent de panique. Des photos de vous ont circulé sur le net, des photos un peu hautes, mais très vite, on a appris qu'il s'agissait d'un gag. Voilà. J'en ai une aussi, j'étais en porte-jartel, c'est en culotte. Alors, vous voyez ce que ça peut donner. Et alors, ça vous a fait quoi? Rien. Qu'est-ce que vous voulez que c'est des trucs des gens qui s'amusent à ça? Je n'ai pas vu les photos. Bon, vous avez de l'humour. Ouais, vaut mieux. On a retrouvé Nico. C'est un pseudo, c'est l'auteur de cette blague sur le site. Il regrette, écoutez son témoignage, on l'a eu au téléphone, mais il a tenu à rester anonyme. Ah oui. Je me suis dit que finalement l'idée de trouver la Miss France 2009 sur des photos sexy était, au départ pas trop une mauvaise idée. Ça c'était dimanche à l'entour de 2h30, 3h du matin quoi. Le lendemain matin, l'article avait déjà été lu plus de 10 000 fois. Donc c'était assez exceptionnel. Donc j'ai fait un petit peu quelques recherches et je suis tombé sur voici.fr qui reprenait l'info et ne précisait aucunement dans son article que c'était une blague. Apparemment, ils n'ont pas vraiment lu l'article dans son intégralité. J'ai décidé, devant l'ampleur du phénomène, de poster un mea culpa. Il n'était pas du tout dans mon intention de blesser qui que ce soit. Ah, j'espère bien. Bon, il s'est excusé, vous le pardonnez? S'il s'excuse, oui, ouais. Bien sûr. La presse télé a rapporté des petites perfidies de vos consoeurs en coulisses. Miss Tahiti, par exemple, dans Télé 7 jours, certaines ont compris comment se mettre en avant pour écraser les autres. Vous répondez quoi? Ça dépend des Miss avec qui vous allez parler. Moi, j'avais de très bonnes relations avec des Miss telles que Miss Lorraine, Miss Artois-Hainaut, Miss Pays de Loire. Donc après, c'est vrai que si vous allez voir d'autres filles
forcément, elles sont jalouses. C'est un vous pensez que c'est de la jalousie? Oh, De toute façon, c'est malvenu de la part de Miss Tahiti parce qu'elle a fait la couverture de TV Mag avant l'élection. Et apparemment, ça n'a pas suscité chez Chloé de la jalousie. Merci Geneviève de Fontenay. C'est moi qui vous remercie. Et merci Chloé Morteau, Miss France 2009, d'être venue. Vous la reverrez certainement en cours d'année. Probablement. Il y aura des événements. Sur le plateau de Plus Clair. Breaking news, c'est sur Jimmy. Mardi, après l'arrestation de Ben Laden, Bruce Toussaint nous propose de vivre en direct une attaque terroriste au virus mortel, de l'anticipation, mais hyper crédible. Même notre envoyé très spécial, Raphaël Bayot, a eu la frousse. L'envoyé très spécial est attendu d'urgence sur le tournage de Breaking News dans les locaux de Canal+ à Boulogne. Breaking News, c'est un magazine d'infos très spécial. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Bonsoir à tous. On l'a appris il y a tout juste quelques minutes. Un cas de variole a été identifié en France. Allez, avouez, je vous ai bien eu, car c'est ça Breaking News, le vrai Bruce Toussaint, un plateau de télé bien réel, des invités de tout ce qu'il y a de plus sérieux, mais une info qui n'a pas encore eu lieu. Et ça rigole pas, cette fois c'est carrément une attaque bioterroriste à la variole. Pour tout le monde, on va faire le silence s'il vous plaît. Silence, pas pour moi. Bruce Toussaint s'installe en plateau, j'imite sa technique de recoiffage express à la main et hop, une question. Tous les jours dans les éditions spéciales, vous donnez des vraies news. Et là, vous allez simuler. C'est quoi la différence pour vous? Ça change quelque chose ou pas? Alors, vous avez raison. Après Ben Laden arrêté, Breaking News est de retour. Voilà, il répond à ma place. Très bien. Désolé. Ils sont sympas en régie. Est-ce qu'on peut baisser le son en plateau? Cela dit, je persévère. Simuler quand on est journaliste, ça doit faire tout drôle, non? On est presque dans la position d'acteur finalement. Oui. C'est assez étonnant. Alors en même temps, si on est très honnête, quand on fait de la télévision, n'importe quel journaliste qui fait de la télévision, n'importe quel animateur, est quelque part dans un théâtre. Vous voyez là, tout est écrit. Le scénario de Breaking News, tout est écrit à la virgule près, sauf les interventions des invités, bien sûr. Et pour que ça marche, pour que ce soit crédible, il faut vraiment beaucoup bosser. C'est pour ça que ça prend du temps. Merci Bruce Toussaint. Merci. Il faut vraiment y aller. Ouais, il faut y aller, là, sortez de là. Merci. Il faut vraiment y aller, car tout de suite, le tournage commence. Et le scénario est tellement réaliste que ça fait froid dans le dos. Tenez cette image, par exemple. Et on écoute tout de suite le professeur Didier Houssin, qui est directeur général de la santé. Cette déclaration vise à vous informer qu'une personne atteinte de la variole a été admise en fin de journée à l'hôpital du CHU de Bordeaux, l'hôpital Pellegrin. Incroyable, le véritable directeur général de la santé a accepté de jouer son propre rôle dans une fausse conférence de presse. Comment on fait pour convaincre des gens comme ça très sérieux de faire semblant? Je vais pas vous donner tous les secrets de fabrication. Si, un petit peu. Blague à part. Ça intéresse tous ces gens-là parce que, encore une fois, dans la démarche, ça a un côté pédagogique et puis vraiment, on reste dans les clous de l'information. Mais au fait, est-il bien crédible cet exercice de style? Pour le savoir, je vais dans les loges rencontrer les prochains invités qui suivent tranquillement le tournage sur une télé. Yves Cochet, député vert de Paris, est attentif aux moindres détails. Le Premier ministre François Fillon rentrait à Matignon et non pas à l'Élysée, alors que Bruce Toussaint lit l'Élysée. Mais pour ceux qui savent, c'est pas du tout l'entrée de l'Élysée. Mais à part ça, ça paraît quand même assez crédible, je trouve. Oui, absolument, oui, on y croit. On y croit, comme avec ce correspondant à Genève. Effectivement, Bruce, la réunion d'urgence convoquée par les membres de l'OMS. En fait, il se trouve à 2 pas du plateau, devant un fond vert, dans une toute petite pièce. En fait, vous pourriez être n'importe où dans le monde. Je pourrais, d'ailleurs je suis, au bord de la plage. Très bien. Et une petite heure après le lancement de Breaking News, fin de l'exercice. C'était donc l'édition spéciale que vous auriez pu voir si une alerte au virus mortel avait été déclenchée en France et dans le monde entier. Bruce Toussaint a bien bossé à tel point qu'il s'est même pris à son propre jeu. Et est-ce qu'il y a un moment où vous, en tant que journaliste présentateur de cette Breaking News, vous y croyez, vous devenez schizo et vous êtes dedans, quoi? Ouais. On peut pas poser une question à un invité si on n'est pas vraiment dedans, si on n'est pas complètement impliqué dans l'histoire. Donc moi, franchement, pendant 1 heure, je suis dans l'histoire. J'oublie tout le reste. Bon, je vous rassure, après quelques minutes, Bruce a complètement retrouvé le sens des réalités. En attendant, on fait le bilan. Une épidémie de variole fictive, 4 pays faussement contaminés, des dizaines de milliers de victimes potentielles, égale 52 minutes de journalisme fiction. Mais surtout, une bonne dose de réflexion sur le sens à donner aux images. Voilà, Breaking News, c'est sur Jimmy, mardi prochain, 22h20. Ce qui est in, ce qui est out cette semaine à la télévision, c'est dans le cahier de tendance de Mathieu Droa. Et on commence ce cahier de tendance avec des cols roulés, mais alors bien chauds et bien moelleux les cols roulés.
Dimanche soir, McLesguy a placé la barre très très haut avec un modèle en éponge bleu ciel qui mériterait limite à lui tout seul un Hugel M6 spécial. Comment justement sont-ils pensés, fabriqués pour nous séduire année après année? On en parle ce soir avec des scientifiques. Ouais on va pas s'emballer non plus. Surtout qu'en matière de col roulé à la télé, il y a quand même des légendes. Philippe Tesson dans Langue de bois s'abstenir lundi sur Direct 8 donnait dans un modèle cachemire crème et sur veste en velours côtelé s'il vous plaît. Toujours lundi sur Direct 8, Thierry Roland avait opté pour le col roulé sur veste en tweed à chevron, le top. Voyez ? Ouais, très classe. William Lémergie se distinguait lui avec une version laine classique couleur aubergine. Rien à dire, bravo. Mais alors, la présentatrice qui était complètement au top, c'est Carole Gessler. Avec, attention, un col non pas roulé mais cheminé. En même temps, normal, c'est bientôt Noël. Et on continue ce cahier de tendance avec des sosies. Alors là, accrochez-vous. Ça a commencé sur France 2 dans Tout le monde veut prendre sa place avec le sosie de Laurent Romeshko. Et c'est clair qu'il y a un vrai truc, hein. Bon, de là à vouloir prendre sa place. Sur France 5, dans les maternelles, il y avait le sosie d'Anne Roumanoff. Bon, là, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. En même temps, elle est plus drôle que la vraie. Bonjour, je suis l'ingénieur du coin en train de vous remettre l'électricité. Ah ouais, je confirme. Mais la palme revient sans aucun doute à Julien Courbet, enfin à son sosie. C'était dans Question pour un champion, et là, la ressemblance est bluffante. Si en plus il gagne au face-à-face final contre le sosie de Robert Hue, alors là, chapeau, peut pas faire plus tendance. Allez, next. Le out de la semaine, c'était de faire passer le Père Noël pour un guignol. Bah oui, mais il y a des enfants quand même. Lundi soir, dans cette fiction de TF1, on n'avait pas affaire à un mais 10 Père Noël, et en plus alcooliques. C'est lui le vrai Père Noël ? T'inquiète pas mon petit, on va tout expliquer. Quand il était pas au bistrot, on lui faisait faire des courses de pudding en Angleterre. Non mais franchement, pourquoi pas de l'apnée en piscine tant qu'on y est? Ah bah là, justement, on y est. Alors là, tenez-vous bien, ça se passe au Japon, et notre Père Noël se fait tracter par une baleine blanche. Ah bah c'est les reines qui vont faire la gueule. Bon les amis, si on veut avoir des cadeaux, faudra peut-être lui lâcher les bottes au Père Noël. Bon allez, à plus. Voilà, plus clair, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que l'album 100 portraits de stars pour la liberté de la presse est en vente dans tous les kiosques. Il est vendu au profit de Reporters sans frontières. Vous pouvez retrouver l'émission sur canalplus.fr. Je vous donne rendez-vous lundi 22 décembre, 19h30 pour Plus clair, l'année 2008. Les moments médias les plus forts des 12 derniers mois. Ce sera tous les soirs de la semaine à 19h30 et en clair. D'ici là, bon week-end, bonne semaine, bye bye.